Excellence, Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. Et nous espérons que lors de cet entretien, nous ferons de plus amples connaissances dans les relations qui lient nos deux pays au niveau international, la cause palestinienne et bien d'autres questions qui préoccupent le monde en ce moment. Mais d'abord, Excellence, c'est votre premier poste en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant le Sénégal, votre carrière, comment est-ce que vous avez fait pour venir jusqu'au Sénégal? D'accord. Alors, en 2006, j'ai été nommé comme délégué permanent adjoint de l'Iran auprès de l'UNESCO. C'était jusqu'à 2010. Et après ça, je suis nommé en tant qu'adjoint au président de l'ICRO, qui s'occupe des conseillers culturels de l'Iran dans le monde entier. J'étais adjoint dans la section de l'éducation et de recherche. Et après ça, je suis devenu l'adjoint au doyen de la faculté diplomatique des relations internationales qui est chargé de former les diplomates au sein du ministère des Affaires étrangères. Et donc, depuis décembre 2019, je suis venu ici au Sénégal pour faire mon poste en tant qu'ambassadeur de la République islamique. Malheureusement, votre venue au Sénégal coïncide avec une crise sanitaire amenée par un virus virulent après le coronavirus. Depuis votre arrivée au Sénégal, comment est-ce que vous voyez le pays, la gestion de cette crise, comment ça se passe? Parce que vous m'avez dit tantôt que vous n'avez même pas encore rencontré nos officiels, hormis peut-être la présentation de vos lettres de créance. Oui, donc comme dès que je suis arrivé, alors il y a, j'ai constaté à peu près, ça fait 80 jours que j'ai pu présenter mes lettres de créance au président de la République. Et une semaine après, c'est la crise de Corona qui a donc nous a tout donc gêné en tout cas. Donc pendant ce temps aussi, on était pris par plusieurs événements, surtout l'assassinat du général Soleimani par les forces américaines. Donc dès que je suis arrivé, cette affaire aussi a été un tournant dans mon carrière parce que dès votre arrivée, vous voyez que ce genre d'affaires passe. Les Américains ont fait une grave erreur d'assassiner un général iranien qui était donc au sein de l'armée iranienne. L'armée iranienne qui est Sepah-Pasdaran. Et donc ça, c'était un geste de leur part pour enchaîner la crise dans la région. L'Iran a riposté, mais bien géré la situation. Dans ce climat-là que je suis venu ici, après, il y a eu donc l'anniversaire, 41e anniversaire de la République islamique d'Iran au Sénégal, où nous avons célébré avec la présence des autorités sénégalaises. Et après ça, j'ai pu présenter mes lettres de créance. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains ambassadeurs, mais pas tous les ambassadeurs. J'espère que l'occasion arrivera pour qu'on puisse avoir... certainement, d'autant que les relations entre nos deux pays ne datent pas de maintenant. Hein. Il y a eu peut-être une période où c'était des relations heurtées avec l'ancien pouvoir. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec les relations bilatérales entre et le Sénégal? Les relations bilatérales entre l'Iran et le Sénégal est
en phase d'épanouissement, je peux dire. C'est-à-dire les relations se développent, d'autant plus qu'il y a la volonté de raffermissement et élargissement des relations entre les deux pays par les deux côtés. Bien sûr, le volume des relations commerciales est inférieur à nos attentes. C'est à peu près 5 millions par année, ce qui est faible. Oui, c'est faible. Mais l'Iran... Vous comptez l'accroître? Oui, bien sûr, mais c'est la crise de Corona qui nous a tout empêché de faire la phase de l'épanouissement. En tout cas, l'Iran avait eu beaucoup d'investissements ici. D'abord, sur le plan culturel, vous savez que le département de la langue persane à l'université de Cheikh Anta Diop, c'est le seul département de la langue persane au sein de l'Afrique. Donc, ça compte beaucoup pour nous parce que nous voudrions donner chaque année la bourse d'études pour les étudiants, non seulement dans le domaine de sciences humaines, mais également dans le domaine de gaz, de pétrole, de pétrochimie et tout ça. D'autant plus que le Sénégal maintenant voudrait avoir le pétrole, Inch'Allah, en l'an 2023, quelque chose comme ça, si tout marche bien. Alors, l'Iran est disposé à former les diplômés en pétrochimie, en pétrole, en gaz, pour que vous puissiez vous-même. Oui. Alors, il y a un institut qui s'appelle Muassaseh Danesh Pajouhan Pishro, qui est à Ispahan en Iran, avec une université ici. Ils sont en train de parler pour qu'on puisse avoir cette formation de pétrole ici, l'ingénierie de pétrole. Ça pourrait être un bon élan pour les relations interuniversitaires entre l'Iran et le Sénégal. Dans le domaine de l'électricité, il y a eu l'investissement de la part de l'Iran. Une fois, c'était, je pense, en l'an 2008, il y a eu la transmission d'électricité de Djurbel à Touba. Donc ça, c'était une expérience que j'aurais voulu étendre ça dans d'autres domaines. Dans le domaine de construction de logements sociaux, aussi l'Iran a une bonne capacité et je pense qu'on peut dans ce domaine investir. Mais dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de montage d'automobiles, c'est... Oui, voilà. Vous semblez n'avoir plus envie de développer ce secteur automobile. Mais si, on voudrait développer le secteur d'automobile. Avant de venir, j'ai parlé avec les responsables de Iran Khodro qui s'occupent de Seniran Auto. Ils sont en train d'investir là-dedans. Ils vont envoyer les voitures pour qu'on puisse renouveler les voitures, les taxis ici. Et vous savez que les taxis fonctionnent à gaz, donc ça coûte moins cher et c'est un prix avantageux. Aussi, c'est bon pour le climat. Donc, j'espère qu'on peut avancer dans le domaine de Seniran Auto. L'Iran a même a voulu investir davantage, mais c'est la crise de Corona qui nous a tout bouleversé. Une commission mixte de coopération Sénégal-Iran qui était prévue à Téhéran cette année, par le justement du coronavirus. L'agenda doit être contrarié. Est-ce que la date est toujours maintenue? C'était prévu pour cet été,
mais je ne sais pas la crise va continuer jusqu'à quand, mais c'était prévu que la 5e commission conjointe entre l'Iran et le Sénégal s'effectue, et donc on pouvait avoir le ministre des Affaires étrangères, M. Amadouba, et suite à la visite de M. Zarif, qui est venu 2 fois ici, et donc il a été reçu par le président de la République. Donc ça montre qu'il y a une volonté mutuelle de 2 côtés pour pouvoir développer les relations bilatérales dans tous les domaines, que ce soit culturel, commercial, et politique et diplomatique. Bien sûr, Excellence, la célébration de la Journée mondiale ADCOS prévue ce vendredi, ADCOS où la souffrance du peuple palestinien. Les musulmans du monde entier célébraient cette journée, cette année aussi à cause de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Donc, à cause de la crise sanitaire, on a concentré nos activités dans l'espace virtuel. Donc, beaucoup de matériaux ont été préparés pour qu'on puisse expliquer pourquoi l'Iran soutient la cause palestinienne et pourquoi on voudrait revivifier la question palestinienne pour le monde entier. Et donc, pour ça, on a fait pas mal de travail. Dans YouTube, on a fait plusieurs journaux. J'ai même rédigé un article là-dessous. Donc, j'espère que l'opinion publique sénégalaise qui sait bien la situation, l'opinion publique internationale, soutient la cause palestinienne. Le gouvernement du Sénégal officiellement qui a même présidé la commission à vote oui. en un temps. Et ça n'a jamais été sujet à équivoque au Sénégal. Le Sénégal soutient la cause palestinienne. Bien sûr, bien sûr. Donc on compte toujours sur le gouvernement et le peuple sénégalais pour le soutien à la cause palestinienne. Alors, bien sûr, la raison de notre soutien est claire. D'abord, Palestine et le Quds comptent beaucoup pour nous. C'est en tant que premier qibla des musulmans, donc c'est un lieu sacré pour nous. Aussi, la nature du régime israélien, qui est un régime expansionniste qui voudrait étendre son territoire, et aussi raciste. Il a des politiques discriminatoires envers les musulmans en préférant les juifs aux musulmans. Et aussi pour pouvoir expliquer la nature des relations existantes entre Israël et les États-Unis qui veulent désunir l'Umma islamique. Ils veulent donc diviser notre Umma en cherchant à trouver des pays conservateurs comme leurs alliés ou comme les personnes qui s'abstiennent de soutenir la cause palestinienne. Et donc, il faut être vigilant au complot américain qui voudrait donc déstabiliser la région du Moyen-Orient. Et l'imam Khomeini, ça fait 40 ans depuis 40 ans, l'imam Khomeini a déclaré le dernier vendredi de Ramadan comme journée internationale de Quds. Il a voulu dire, voilà, la question palestinienne, c'est l'axe de résistance. La question palestinienne, c'est l'axe de l'unité de l'Umma islamique et il faut s'unir autour de Palestine pour pouvoir stabiliser notre région, pour pouvoir faire épanouir l'islam civilisationnel qui peut donc montrer l'approche civilisationnelle à l'islam dans le monde entier. Et comme ça, on peut
résoudre le problème de l'Oumma islamique, et qui veulent, étant donné que l'Oumma islamique est riche du point de vue des ressources naturelles, donc les Occidentaux veulent s'emparer de cette région. Donc vous savez qu'à l'heure actuelle, le Century Deal, ou l'accord de siège que Donald Trump voudrait en annexant Jérusalem comme capitale d'Israël, oui, et aussi une bonne partie de Cisjordanie au territoire israélien. Donc ça montre la nature usurpatrice des Israéliens qui veulent s'emparer de la région. Donc il faut être vigilant pour pouvoir trouver la stabilité et la paix dans notre région. Le règlement de la crise israélo-palestinienne, pour qu'il y ait la paix, il faut que dans la sous-région ou dans le Moyen-Orient, la paix passe par le règlement, je veux dire, de la crise israélo-palestinienne. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'il y ait la paix entre ces deux pays? Qu'est-ce qu'il faut donner aux Palestiniens? Est-ce qu'il faut passer par un référendum, bien par les instances onusiennes, ou bien justement par un dialogue entre les États-Unis, l'Iran, Israël? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Mahmoud Abbas refuse catégoriquement de dialoguer avec Trump, par exemple. Le côté américain n'est plus tenu en compte. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour instaurer la paix dans cette partie du Moyen-Orient? D'abord, il faut reconnaître que ni les Israéliens ni les Américains ne tiennent pas leurs engagements. Ça fait plus de 72 ans que les Israéliens ont refusé catégoriquement toutes les résolutions de l'ONU qui leur demandaient de s'abstenir d'implanter dans les colonies juives. Ils ont refusé ça. Toutes les résolutions, on peut démontrer un tas de résolutions qui n'ont pas tenu leur engagement, les Israéliens. Les Américains aussi, vous voyez, Trump maintenant, c'est le symbole de l'unilatéralisme américain et la négation du multilatéralisme. Les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO, les États-Unis aussi se sont abstenus de l'accord de traité de Pacifique. Donc aussi les États-Unis le nucléaire iranien, l'accord de Paris pour le changement climatique. Aussi maintenant, ils menacent l'Organisation mondiale de santé de se retirer. Donc, vous voyez, les États-Unis ne tiennent pas leurs engagements. Dans cette circonstance, l'Iran a proposé un plan de référendum. Ce plan, c'est comme ça. D'abord, tous les Palestiniens qui ont été chassés de leur territoire doivent revenir dans leur territoire d'origine. Mais c'est une condition qu'Israël refuse. Voilà, parce que catégoriquement, ils refusent parce qu'ils savent bien que si cette situation s'effectue, alors les Israéliens seront minoritaires. Alors, la Palestine appartient aux Palestiniens. Et donc, on sait bien ce qui est passé dans l'histoire. Les Israéliens n'ont pas tenu leurs engagements, toujours ont étendu leur territoire. Et donc, l'Iran dit qu'avec la présence de tous les Palestiniens, qu'ils soient juifs ou musulmans ou chrétiens, on peut avoir un référendum et ça sera un État. Un État, alors le nom, on va déterminer, soit le nom sera Palestine ou un autre nom. Et comme ça, ce qu'en anglais on appelle consociational democracy,
ce qui s'est passé par exemple au Liban ou en Irak, c'est-à-dire on donne une partie de puissance aux Juifs, une partie aux musulmans. Par exemple, le président de la République peut être juif, le premier ministre peut être musulman. Comme le Liban, oui. Et par exemple, un chrétien peut être le président du Parlement. Comme ça, c'est possible de résoudre le problème. La solution de deux États, c'est institutionnaliser la déstabilité dans la région. C'est toujours, il y a la confrontation et la crise dans la région. Et donc, je pense que la solution présentée par l'Iran, qui sera exécutée sous l'égide de l'ONU pour résoudre le problème, c'est ça. Voilà ce que l'Iran a présenté. J'espère qu'un jour, les Israéliens seront en mesure d'accepter. Mais est-ce que ce jour-là est à venir? Parce qu'Israël semble de plus en plus exposé à ne pas justement accepter ce schéma. Les territoires sont de plus en plus occupés, que ce soit la Cisjordanie ou Gaza. Est-ce que dans ces conditions-là, l'Iran, qui est aussi un peu marginalisé dans la région par l'Arabie saoudite et d'autres pays, est-ce que l'Iran ne va pas aussi s'isoler progressivement? Je pense que l'Iran n'est pas isolé à l'heure actuelle. L'Iran est l'axe de stabilité dans la région. C'est d'autres pays qui sont en train de s'isoler. Ce qui est important, c'est l'opinion publique internationale qui sait bien que l'Iran est pour la stabilité de la région. Qui va acheter les armements des Américains? C'est les pays arabes du Golfe Persique qui veulent acheter. Alors que l'Iran toujours se concentre sur la sécurité collective avec la présence des pays du Golfe Persique, sans l'ingérence des puissances extra-régionales. Et donc, l'idée est de maintenir la paix et la sécurité par les pays de la région, pas en se consacrant aux pays extra-régionaux. Donc, à l'heure actuelle, vous avez vu que lorsque les Américains ont voulu faire agresser l'espace aérien de l'Iran par leurs drones, l'Iran a eu la capacité de détruire leurs drones. Lorsque les Américains ont tué le général Qasem Soleimani, Shahid Soleimani, donc l'Iran a riposté à Ain al-Assad, et donc les Américains n'ont pas pu riposter. Maintenant, l'Iran, dans l'affaire de pétrole au Venezuela, s'avance. Les Américains n'osent pas attaquer l'Iran. Donc voilà, l'Iran est un pays fort qui est fort. Vous estimez aujourd'hui que l'Iran a la capacité de mener une guerre conventionnelle contre n'importe quel pays? L'Iran n'a jamais dans son histoire attaqué un pays quelconque. L'Iran a toujours eu sa force dissuasive pour des raisons défensives. Donc voilà, l'Iran seulement voudrait maintenir son intégrité territoriale sans porter atteinte à la souveraineté des pays dans la région. Pourtant, dans la version officielle américaine, l'Iran est en train de développer l'arme nucléaire à des fins justement d'attaquer un royaume comme l'Arabie saoudite ou d'autres pays limitrophes. C'est pourquoi l'actuel président, d'ailleurs, s'est retiré de l'accord sur le nucléaire qu'avait signé l'ancien président Barack Obama. Vous savez bien que l'Agence de l'énergie nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, a bien confirmé que l'Iran n'a pas eu les visées militaires pour son programme nucléaire. Et à plusieurs reprises, l'Agence internationale de l'énergie atomique
ont confirmé la nature pacifique du programme nucléaire de l'Iran. Donc, c'est une fausse déclaration par l'administration Trump qui veulent justifier leur non-engagement à l'accord qui a été déjà signé. Bien sûr, c'est très clair. Trump voudrait faire tout ce qui est contraire à ce qu'Obama a fait. Donc, même dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'assurance d'Obama, il voudrait contrarier ce qu'Obama a fait. Donc, l'accord nucléaire a été un accord juste, ratifié au sein du Conseil de sécurité même. Et donc, cet accord était bien équilibré. Donc, l'Iran démontre qu'il voudrait avoir la capacité de l'énergie nucléaire sans pour autant vouloir des visées militaires à cet égard. Voilà, l'Iran n'a pas eu jamais de visée agressive dans sa politique. Mais en me documentant un peu, j'ai vu que dans le golfe Persique, au détroit d'Ormuz, les Américains n'ont pas moins de 6 bases. Il y a le commandement central qui est au Qatar, il y a d'autres bases, Bahreïn et dans les Émirats arabes unis. Est-ce parce que les Américains estiment que l'Iran peut menacer la sécurité du royaume saoudien? En tout cas, si ces bases seront utilisées contre l'Iran, l'Iran va riposter. Donc, c'est pour ça que les Américains... La 5e flotte américaine est basée à Bahreïn. Oui, mais si ils ne font rien, alors l'Iran donc reste toujours sur son plan défensif. Mais si une attaque quelconque de ces bases sera effectuée, l'Iran va riposter sans doute. Donc voilà, l'Iran voudrait dire que si des pays de la région veulent avoir la sécurité, il ne faut pas qu'ils s'appuient sur les grandes puissances comme les Américains. Parce que, si vous voulez, les Américains ont et les bases militaires et de l'argent aussi. Donc, les deux sont dans les poches des Américains. C'est-à-dire les bases militaires seront utilisées par les Américains et aussi ils payent de l'argent pour avoir des armements qui ne font rien parce que vous avez vu que, par exemple, dans l'affaire de Aramco, donc, le missile qui a été lancé, je ne sais pas de par qui, donc ils n'ont pas pu détruire ça. Donc ça montre que les armements américains aussi ne fonctionnent pas tellement bien qu'ils prétendent. Mais dans cette zone, justement, le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, qui est très étroit, 30% de la production mondiale du brut passe par là. Et les Américains aussi reprochent de se servir de cet endroit-là pour essayer de faire peur au monde, bloquer le détroit d'Ormuz. Est-ce que cette partie que l'Iran contrôle peut quand même peser lourd sur ce qui se passe dans cette partie du monde? Vous savez que l'Iran a la moitié de bord du golfe Persique, c'est-à-dire la partie septentrionale du golfe Persique, ça appartient à l'Iran. Même le détroit de Hormuz aussi, donc c'est sous le contrôle de l'Iran. Donc, les États-Unis, donc, même s'ils veulent du pétrole de la région, l'Iran n'empêche pas le libre passage. Des tanks, non? Mais parfois, les Américains veulent d'autres choses. D'abord, ils veulent intensifier le conflit pour pouvoir
qu'est-ce qu'on dit, pour stabiliser, déstabiliser la religion et institutionnaliser leur présence dans la région. Et aussi, donc, instiguer les pays de la région à acheter davantage d'armement. Voilà ce que les Américains veulent. Aussi, les Américains, à l'heure actuelle, n'ont pas tellement besoin... Donc, ils créent la psychose de la peur dans cette zone. Oui, voilà. Et aussi, ils n'ont pas tellement besoin de pétrole de la région, étant donné qu'ils produisent le shell. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le prix, par l'intensification de crise, ils veulent que le prix du pétrole augmente pour que ça soit bénéficieux pour leur shell, parce que le pétrole de shell, ça doit être à peu près $60. Ça, c'est avantageux. Si c'est inférieur, ce n'est pas avantageux pour les Américains. Donc, il faut engendrer la peur et la terreur dans la région pour pouvoir augmenter le prix du pétrole pour leurs bénéfices. Alors, ils prétendent non, on voudrait que le prix du pétrole soit inférieur et tout ça. Et donc, même les États-Unis n'ont pas mâché leurs mots à menacer l'Arabie saoudite que si l'Arabie saoudite ne diminue pas sa production, alors ils peuvent retirer certaines de leurs installations militaires. Ils ont finalement diminué un peu. Oui, bien sûr. Diminuer un peu sa production. Alors, ce que je voulais dire, c'est que apparemment les Américains n'ont pas encore oublié les défaites qu'ils ont essuyées chez vous. Il y a les événements de 1979 avec le grand Ayatollah Khomeini. À l'époque, Jimmy Carter était au pouvoir. Des otages ont passé presque une année à Téhéran. Les Américains apparemment ne vous ont pas encore pardonné cette frange de l'histoire de cette partie du Moyen-Orient. Il y a toujours des anecdotes dans l'histoire qui restent dans les mémoires de deux côtés. Aussi, dans la vision ou dans la mémoire des Iraniens, la tentative américaine de coup d'État de 1953 n'est pas oubliée. Donc, qu'est-ce qui s'était passé en 1953? En 1953, il y a eu un gouvernement nationaliste de Dr Mossadegh. Mossadegh, oui. Oui, donc qui a nationalisé le pétrole iranien. Alors les Américains ont vu que ce gouvernement nationaliste ne fonctionne pas à leurs intérêts. Alors ils ont bouleversé par un coup d'État militaire et M. Zahedi est venu au pouvoir pour bouleverser et après le Shah est revenu. Donc voilà le complot américain contre la nation iranienne et même maintenant les documents confidentiels démontrent que les Américains ont eu leur part. Même Madeleine Albright a expliqué que les Américains étaient impliqués dans ce coup d'État. Voilà, il y a des mémoires, mais ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas toujours se concentrer sur le passé, il faut toujours penser à l'avenir. Avec ce gouvernement de Donald Trump qui ne respecte pas et ne tient pas ses engagements, alors on pense qu'on ne peut pas arriver à un point de compromis, peut-être avec les gouvernements qui viendront après. Trump, justement, aspire à un second mandat parce que l'ennui, c'est qu'aux États-Unis, pour en tout cas les présidents, ils ne font que 2 mandats. Apparemment, l'Iran, c'est pas pareil. Là-bas, il y a le pouvoir peut-être qu'on appelle entre guillemets républicain, il y a le guide spirituel. Ils ont plus de temps pour gérer l'avenir. En tout cas, l'Iran ne voudrait pas s'immiscer dans les affaires intérieures des Américains. L'affaire des démocrates et des républicains, ça ne concerne que la nation américaine. Ils peuvent choisir ce qui est leur destin. Mais je sais bien que Donald Trump actuellement
est très gêné par le coronavirus et tout ce qui a déclaré. Le coronavirus a mis à genoux les États-Unis. Oui, vraiment, vraiment. Donc, ça montre que tout ce qui a déclaré était sans fondement. On espère bien que Trump comprend bien que l'accord nucléaire est pour le bénéfice de deux nations, qu'on puisse, sur cette base, avoir des visées pour l'avenir. Il y a aussi l'Europe. Quelle est la position des Européens dans tout ça, qui oppose? Oui, l'Union européenne, du point de vue du multilatéralisme, ils disent que voilà, l'accord nucléaire doit continuer. Et parce que cet accord était le seul fruit de leur politique, de politique étrangère et de sécurité commune, qui était couronnée de succès. Donc, ils ne veulent pas perdre ce résultat ou ce fruit qui est entre leurs mains. Cependant, malheureusement, l'Europe n'a pas pu tenir ses engagements du point de vue de performance, du point de vue exécutif. Dans le parole, ils ont bien soutenu l'Iran, ils ont dit on comprend bien, on dénonce l'unilatéralisme américain, et on voudrait que voilà, l'accord nucléaire soit mis en route par nous. Mais est-ce que ce n'est pas le fait de Donald Trump qui leur a même interdit d'avoir à commercer avec l'Iran par le biais de leur entreprise? Il les a menacés. Bien sûr, ça c'est ce que l'Iran voudrait dire. Les Européens ont créé Instex. Instex, c'est un canal financier pour pouvoir avoir des transactions avec l'Iran. Mais cela n'a pas fonctionné à cause de l'emprise de dollars. Donc l'Iran dit, vous n'avez pas la volonté de vous détacher les Américains pour pouvoir travailler avec nous. Voilà. Donc, du point de vue déclaratoire, les Européens sont avec nous, mais du point de vue, dans les actes, ils suivent les Américains. Peut-être ils ont ce problème que les États ne font rien. Ce sont les sociétés ou les entreprises qui doivent décider. Et donc, les entreprises voient la situation financière internationale et comme ça, ils vont se pencher vers les Américains avec qui ils ont plus de transactions qu'avec l'Iran. Mais en tout cas, l'Iran voudrait avoir sa part et son bénéfice et l'épanouissement de son économie. Et donc, on pense que les Européens doivent faire un geste non seulement déclaratoire, mais en pratique. Mais comment vous faites l'Iran? Vous êtes sous embargo, vous êtes acculé de toutes parts, pourtant le pays tient encore debout. Comment font les Iraniens pour tenir tête à toute cette puissance venue d'ailleurs? D'abord, du point de vue géographique, l'Iran a 15 voisins. Donc, avoir 15 voisins nous donne la potentialité de politique de bon voisinage. Avec les 15 voisins, on peut avoir les transactions, et donc personne ne peut nous empêcher de faire ça. Deuxième point, du point de vue intellectuel, les Iraniens, étant donné qu'ils ont une longue civilisation, très vieille civilisation, qui remonte à même 3000 ans. Donc les Iraniens peuvent, donc les Iraniens sont un génie de détourner les sanctions et donc savent bien avec la puissance intellectuelle qu'on a à notre disposition, notre population. Cela se voit dans la pratique. Vous avez mis sur orbite récemment un satellite. Oui, voilà. On a lancé un satellite qui montre bien que l'Iran, maintenant, c'est une puissance dans l'espace aussi.
Voilà. Donc l'Iran, en s'appuyant sur sa propre ressource, qui est vraiment beaucoup, non seulement dans les ressources naturelles, les ressources ferroviaires et tout ça, mais également les ressources mentales de la population, qui est très importante. Donc, la puissance molle de l'Iran, on peut dire, ou soft power de l'Iran, est de bonne qualité. Donc, les Iraniens trouvent des remèdes pour chaque problème. Et comme ça, l'Iran a pu avoir la transaction avec plusieurs pays. Et donc, notamment la Chine aussi. Avec la Chine, avec l'Afghanistan, avec l'Irak. L'Iran a beaucoup d'influence dans les pays dans les pays qui sont voisins, donc, et aussi a beaucoup de transactions. Comme ça, on peut régler notre économie et donc rester debout malgré les sanctions américaines. Malgré ces sanctions américaines qui vous reprochent aussi votre implication dans la guerre à côté en Syrie avec les Russes, pourquoi avoir soutenu la Syrie de Bachar Assad? D'abord, vous savez que la situation était telle que Daesh ou ISIS, qui était soutenu par les Américains et certains pays de la région, ont venu en Syrie. Ils ont voulu avoir un gouvernement de Syrie et en Irak. Et donc, ils ont voulu donc, même étendre leur territoire jusqu'à Khorasan de l'Iran, ce qu'ils ont prétendu. Donc, même Hillary Clinton, dans ses mémoires, a avoué qu'ils ont créé Daesh. Les Américains ont créé Daesh. Donc, pour pouvoir intensifier la crise et la division entre les pays islamiques, pour donner une marge de sécurité aux Israéliens. Voilà ce qui aussi relève de notre journée internationale de Quds, parce que tout le complot américain était aussi pour donner une marge de sécurité aux Israéliens. Et l'Iran a soutenu Bachar al-Assad pour pouvoir contrarier Daesh. Et notre assistance était une sorte comme conseiller militaire. Ce n'était pas la présence militaire. On donnait les consultations pour aider le gouvernement de Bachar al-Assad contre Daesh, qui était bien sûr rattaché aux puissances extra-régionales. Et vous avez vu que plusieurs personnes sont venues de l'Europe et tout ça pour devenir membres de Daesh. Voilà, l'Iran pense que son soutien au régime de Bachar al-Assad, c'est pour chasser Daesh et aussi pour pouvoir stabiliser l'axe de résistance contre Israël. Je pense que si la situation se calme, après ça, le peuple de la Syrie peut choisir leur destin après avoir révisé leur constitution et avoir aussi une sorte d'élection libre. À ce moment-là, ils peuvent choisir soit Bachar al-Assad ou un personnage autre. En tout cas, sans l'Iran ou la Russie, la Syrie aujourd'hui serait à terre. Justement, la Russie, quel est aujourd'hui l'état des relations entre l'Iran et la Russie? L'Iran et la Russie ont des relations sur la base de bénéfices mutuels. Donc, étant donné que l'Iran et la Russie et même la Turquie ont une vision commune face à la crise de Syrie, alors ils se sont entendus dans le processus d'Astana. Dans ce processus, l'Iran a bien coopéré avec la Russie et avec la Turquie. Mais cela ne signifie pas qu'on a un train d'entente dans tous les domaines. Dans d'autres domaines, il y a
des points de divergence. Mais ce qui est important, c'est que pour l'intérêt national et pour l'intérêt de la région, il faut avoir des négociations. L'Iran a montré cette capacité de diplomatie pour pouvoir parler avec les Russes, les Turcs et tout ça. L'Iran est disposé à parler avec le monde entier, même avec les Américains. Seulement, le seul pays qu'on ne reconnaît pas, c'est Israël, qui est illégitime, mais même avec les Américains. Mais sur la base de respect mutuel, on peut avoir de négociations équilibrées et équitables. L'Iran apporte aussi, vous l'avez dit tantôt, assistance aux pays agressés. C'est le cas du Venezuela, en tout cas, c'est ce qu'estime le président Maduro du Venezuela. L'Iran a envoyé, et je crois que le bateau, soit il est en route ou il est arrivé, avec une cargaison d'une valeur de plus de 30 millions de dollars de brut, avec escorte. Pourquoi l'Iran fait ça? C'est un accord entre les deux pays? Oui, c'est-à-dire l'Iran et le Venezuela entretiennent de bonnes relations depuis à peu près 20 ans. Et donc, l'Iran, le Venezuela a voulu avoir de transactions avec l'Iran. Donc, il voulait l'essence. L'Iran avait l'essence. Alors, dans le marchandage et dans le processus de transaction, c'est normal qu'un pays ami comme Venezuela, l'Iran envoie le pétrole et il achète le pétrole, le Venezuela achète le pétrole. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi les Américains veulent intensifier le conflit. C'est une transaction normale entre deux pays. Peut-être qu'ils ont peur de vous? Pourquoi ils ont peur de nous? De la place que vous occupez dans le Conseil des Nations actuellement? Alors, il faut qu'ils reconnaissent la puissance de l'Iran. Donc, c'est pas, si on fait peur, c'est parce qu'on est fort. Mais ce n'est pas en raison de notre nature agressive ou quelque chose comme ça. L'Iran a toujours essayé d'avoir sa capacité défensive dans la région. Et même l'Iran n'a pas voulu attaquer les Américains. Les Américains doivent s'abstenir de s'immiscer dans les affaires de la région et donner la place libre aux pays de la région de décider eux-mêmes leur destin politique et économique. Et ce que vous faites avec l'Irak? Bien sûr, on entretient de bonnes relations avec l'Irak. Donc, à l'heure actuelle, le nouveau gouvernement, M. Al-Kazemi, qui est arrivé au pouvoir, donc a l'accord de l'Iran et aussi le soutien des Américains. Donc l'Iran voudrait travailler pour la stabilité de la région. Alors vous êtes ici au Sénégal depuis peu. Quel est votre message aujourd'hui de paix à l'endroit du peuple sénégalais et du monde entier en cette période difficile de crise sanitaire? Quel message lancez-vous au peuple sénégalais? Je pense que d'abord, il faut respecter les mesures sanitaires. Ce qui est important, c'est de respecter ce qui est conseillé par les autorités médicales de votre pays, parce que si la pandémie se propage, alors c'est difficile de le contrôler. Deuxièmement, l'Iran cherche toujours à coopérer avec le peuple sénégalais. Et même j'ai oublié de vous dire qu'il y a le plan de jumelage de Dakar avec Ispahan. Alors la diplomatie urbaine aussi marche à cet égard. Donc l'Iran a beaucoup de capacités à investir ici sans visée politique. C'est purement économique. Donc l'Iran voudrait investir seulement dans le point commercial, sur le plan commercial et économique au Sénégal. Donc on tend la main de tous les investisseurs qui veulent travailler avec nous, tous les commerçants, parce que le prix
des matériels en Iran, c'est bon marché. Donc, on peut favoriser le train de commerce entre l'Iran et le Sénégal avec la participation des commerçants sénégalais. Et aussi, je lance une salutation aux leaders religieux qui sont bien favorables à la paix dans la région d'Afrique, et aussi ils s'entendent bien avec l'islam de notre pays. Et donc, on pense qu'on a un train d'entente, c'est Ahlul Bayt, qui est important pour... Ahlul Bayt, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est-à-dire la famille de prophètes. Nous respectons tous ensemble la famille de prophètes, donc restons sur cette ligne pour pouvoir coopérer non seulement sur la base de notre attachement au prophète et à sa famille, mais également à notre respect mutuel et fraternel qui existe entre les deux nations et deux gouvernements. Excellence ambassadeur Mohamed Reza Déchiré, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Jërëjëf, nous on dit jërëjëf en wolof. Jërëjëf. Voilà, merci. Je vous en prie.